Alors, je dois dire que j'ai en fait écrit en réaction à la présentation du thème de cette journée d'études. C'est-à-dire quand j'ai reçu le texte et que je l'ai lu, j'ai été voilà, un peu presque agacée par certains propos, alors notamment une phrase que je vous le dis. Pour résister à l'élan qui pousse à entretenir le flux, il s'agit de rompre avec un attrait facile pour le flux du visible. Et voilà, il faut aussi lutter contre les choses qui s'ouvrent inopinément, on va peut-être changer. Donc il s'agit de rompre avec un attrait facile pour le flux du visible et de s'élever contre ce roulis frénétique qui emmaillote le réel. Et immédiatement, je me suis dit, mais la photographie n'a-t-elle pas toujours cédé à un attrait pour le flux du visible, justement dans la tentative permanente de sa saisie? Et la réaction m'a mené finalement vers une réflexion plus vaste que je ne m'y attendais. Et c'est donc un propos plutôt d'ordre théorique que je vais vous proposer, avec toutefois quelques images quand même. On n'échappe pas si facilement à ces amours. Et voilà, notamment plutôt en fin de parcours. Enfin, pas seulement. Je vais donc examiner dans un premier temps les relations entre photographie et flux. Quel flux ? Puis ensuite interroger notre position face au flux dans les flux, ce qui nous mènera à la notion de milieu, mais aussi d'ethnoscape, notion que j'ai découverte grâce à vous. Et enfin, en troisième partie, présenter donc divers positionnements actuels de créateurs, capteurs, diffuseurs d'images par rapport au flux. Alors, photographie et flux. Une petite citation de Maurice Blanchot dans L'Amitié. Tiens, j'ai pas mis la date. Ah si, 1971, donc bien avant le numérique. L'image, nous l'éprouvons, est un bonheur, car elle est une limite auprès de l'indéfini, possibilité d'arrêt au sein du remuement. Par elle, nous nous croyons maîtres de l'absence devenue forme, et la nuit compacte elle-même semble s'ouvrir au resplendissement d'une clarté absolue. L'image immobile, sage comme une image, toujours s'est tenue face au flux, rassurante et offerte à la contemplation, reproduction figée de ce qui, dans le réel, ne cesse de se transformer. Tentative de proposer un peu d'ordre face au chaos ambiant. Et le médium photographique, à partir de sa chambre obscure, faisant face au spectacle qui viendra s'inscrire presque tout seul, grâce au trajet des photons sur la surface sensible qu'elle lui présente, a tiré sa gloire de sa capacité à retenir l'image, à conserver la précieuse trace de l'instant arrêté. Et ceci, rappelons-le, tout d'abord grâce au bitume de Judée, substance qui servait aussi à embaumer les momies dans l'Égypte ancienne, afin que le temps cesse son travail de dissolution. J'avais mis quelques images d'Abelardo Morel, que je pense vous connaissez, donc qui fait des photographies à l'intérieur de pièces qu'il a transformées en caméra obscura, et donc dans les pièces chambres d'hôtel souvent, et donc dans lesquelles vient s'inscrire sur les murs, les plafonds de la pièce, le paysage de l'extérieur. La photographie, peut-être dans le grand désir de l'homme de se rassurer par la maîtrise qu'il croit prendre sur les choses du monde, a souvent été comprise, abordée comme un arrêt en image, une coupe permettant d'arrêter le flux temporel. Philippe Dubois nous le rappelle, je le cite, « Temporellement, l'image-acte photographique interrompt, arrête, fixe, immobilise, détache, décolle la durée en n'en saisissant qu'un seul instant. » Mais il ajoute, une fois pour toutes, le mort saisit le vif, tout ça dans son ouvrage Un acte photographique. Car interrompre le flux, c'est aussi arrêter le mouvement même du vivant. Pour Roland Barthes, je le cite, devant l'objectif, le sujet se sent devenir objet, il vit alors une micro-expérience de la mort, il devient vraiment spectre. Là sont des images de Gerd Bonfert, 84, où
fait de bouger, enfin excusez-moi, d'avoir des mouvements très rapides des yeux dans lesquels se reflètent donc les petites hautes lumières qui créent ces images tout à fait spectrales. Et le peintre Odilon Redon, aussi en 1878, 78, écrivait déjà « Un cliché ne transmet que la mort ». Pourtant, capter une trace visuelle et pouvoir observer à loisir ce qui, dans l'instant, était fugitif, peut être aussi une opportunité de se réapproprier ce qui, dans l'espace-temps réel, nous a échappé. Pour Serge Tisseron, l'entreprise photographique est aussi apte à, je le cite, « favoriser l'assimilation psychique de l'ensemble des éléments, conscients et inconscients, de l'expérience ». C'est dans Le mystère de la chambre claire. Un outil d'introjection, donc, je le cite encore, « La contemplation de l'image est un moyen privilégié d'introjecter des émotions ou des images intérieures suscitées par le réel photographié, mais dont l'introjection n'a pas été possible, notamment faute de temps pour que l'opération se réalise. » Alors c'est peut-être donc ici le flux mental qui trouverait en la photographie quelque chose comme une seconde chance, une possibilité de résilience. Mais pour autant, le flux extérieur se laisse-t-il ainsi saisir? Car chaque vue captée n'est jamais qu'un fragment, artificiel déjà par son immobilité même. Comme l'écrivait Bergson, « Ce qui est réel, ce ne sont pas les états, simples instantanés pris par nous le long du changement, c'est au contraire le flux, c'est la continuité de transition, c'est le changement lui-même. Ce changement est indivisible, il est même substantiel. » Donc c'est dans la pensée, le mouvant de Bergson. Jamais les photos d'un mouvement, même précisément décomposé, ne nous donneront à voir le mouvement lui-même en tant que tel. Je ne commande pas ces images que vous connaissez. Bien avant lui, Platon, déjà, reprenant la pensée du flux perpétuel d'Héraclite, tapantarei, tout cool, comme une personne précédente le disait aussi. Donc Platon s'interrogeait sur la possibilité de toute connaissance à travers un dialogue donc, dans le Cratyle, entre Platon et Cratyle. On ne peut pas même, je le cite, on ne peut pas même dire qu'il puisse y avoir une connaissance quelconque si tout change sans cesse et que rien ne subsiste. Car si cette chose même que nous nommons la connaissance ne cesse pas d'être la connaissance subsiste et il y a connaissance. Mais si la forme même de la connaissance vient à changer, elle se change en une autre forme qui n'est pas celle de la connaissance et il n'y a plus de connaissance. Et si elle change toujours, il n'y aura jamais de connaissance. Et Platon voyait dans le flux justement un principe de disharmonie. Alors précisons à partir de l'exemple célèbre d'Héraclite, sur lequel on ne peut donc plonger 2 fois dans le même fleuve. Tu ne peux pas descendre 2 fois dans les mêmes fleuves, car de nouvelles eaux coulent toujours sur toi. Mais si les eaux ont coulé et ne sont plus les mêmes, l'homme lui aussi a changé et n'est donc plus le même. Alors ce concept de flux, qui vient donc du latin classique fluxus, qui signifie l'écoulement d'un liquide, désigne donc à la fois, et ça a été dit déjà aussi, à la fois un mouvement et une certaine quantité d'éléments dont la qualité de fluidité permet l'écoulement. Donc liquide, eau, mais aussi sang, humeur, air, donc ce qui nous constitue aussi, lumière, ou encore parole, liquidité financière, onde de toute nature. Si l'on suit Héraclite, ta pantarei tout cool, cette notion de flux perpétuel s'étend à toutes les choses et êtres du monde, ce que depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, l'évolution de la science a amplement confirmé, de la mobilité des atomes et particules qui constituent le monde, aux découvertes plus récentes de la physique quantique. Alors, humains que nous sommes, habités de flux, habitant, pour un temps qui s'égrène, un monde lui-même soumis au flux permanent, il n'est guère étonnant que nous ayons vu en la photographie, procédé construit selon les lois perspectivistes
familière à notre perception visuelle, l'outil apaisant et répondant à nos désirs d'illusion. Photographie, images du monde, en lesquelles on a longtemps voulu voir que des preuves indiscutables, adhérentes aux référents qu'elles avaient figés. Pour reprendre les termes de Barthes. Cette photographie, ça a été dit aussi ce matin, qui nous assure finalement de la réalité du monde. Quel bouleversement alors apportent ces nouveaux flux, ceux des nouvelles technologies et du virtuel, ceux des images et des réseaux numériques, d'Internet et du cyberespace? Car l'intitulé de cette journée d'études, Face au flux, étant emprunté à celui d'un article de Clément Chéroux, sous-titré « Art contemporain et photographie vernaculaire à l'époque d'Internet », c'est donc bien au flux massif et continu des images déferlant sur les réseaux sociaux et les sites de partage qu'il est fait référence. Et à l'usage que s'en approprient les artistes, même s'il nous a paru important de reconsidérer le contexte des relations entre photographie et flux, qui permet de repenser peut-être la question en la relativisant davantage. Grande quantité, perte de traçabilité, allant jusqu'à l'anonymat, transformation, circulation, disparition. On peut avoir l'impression que ce ne sont plus les images elles-mêmes que l'on regarde, mais seulement leur flot que l'on perçoit, voire qui nous envahit. Clément Chéroux, dans cet article, écrit « L'asphyxie visuelle nous guetterait en permanence ». De nombreux artistes représentent ce flux en le matérialisant sous différentes formes. On a un premier exemple avec Thomas Hirschhorn, sur qui nous reviendrons par la suite à propos d'autres travaux. Souvent évoquant le liquide, Eric Kessel, ce qu'on a déjà vu et revu, ou plus aérien, cette fois-ci, avec Roberto Pellegrinuzzi, qui, avec cette espèce de nuage qui comporte 275 000 images, voilà un gros plan, donc des photographies prises par lui entièrement, prises en 16 mois, 600 par jour, ce qui correspond en fait à l'utilisation d'un capteur numérique. Par rapport à l'obsolescence programmée, c'est à peu près la durée et la capacité de résistance du capteur. Donc je vous remets ce nuage. Un nuage qui, bien sûr, renvoie aussi au cloud computing, informatique en nuage, serveur informatique à distance permettant un stockage de données très important, accessible de partout, protégé. En outre, ce flux n'est pas celui du fleuve, coulant d'amont en aval, en son lit ancestral, mais plutôt une étendue démesurée, en expansion incessante, d'inondation, sans centre, d'ordre rhizomatique, accessible en tout point, à tout moment, en bouillonnement et métamorphose permanent. C'est probablement aussi cet aspect chaotique, immaîtrisable, transitoire, qui peut inquiéter à ce point. Le modèle liquide venant remplacer les modèles du solide, du statique, auxquels nous étions habitués. Comme l'écrit Christine Bussy-Glucksmann, la fluidité, je la cite, alors elle cite aussi quelqu'un qui est architecte et théoricien qui s'intéresse à la notion de liquide dans l'architecture. Mais bon, voilà, c'est le texte de Bussy-Glucksmann dans La folie du voir, une esthétique du virtuel. Donc elle écrit « La fluidité intégrale ne peut être atteinte que par l'ordinateur qui permet de réaliser une géométrie des ondes plus proche du virtuel de Bergson que de celui de Bill Gates. » Et donc on revient à cette idée du flux qui nous habite, du flux de la vie. Et en cette mer d'images, précisons que se trouvent aussi des images argentiques, anciennes ou contemporaines, car elles sont quasiment toutes numérisées après coup aujourd'hui, des images anciennes comme actuelles. Face à cette crainte de submersion, certains sites de partage de photographies et vidéos en sont arrivés à créer des parcours balisés pour permettre une navigation en un flux contenu et continu, comme le montre l'intitulé même de celui créé par Flickr, Flick River. Donc retrouvez. Voilà. Donc c'est une visionneuse d'images photographiques, View Image as a River Photos, car c'est bien, donc on les voit là, une par une,
car c'est bien en effet le positionnement de l'humain par rapport à ce flux qui est en jeu. Donc, cette grande question face au flux ou dans le flux. Là encore, essayons d'abord de penser la photographie dans son contexte historique. Car comme nous le rappelle David Thomas, anthropologue et artiste, si on replace la photographie dans une histoire de la technologie, on constate que le daguerréotype apparaît parallèlement à au moins 3 autres inventions majeures, celle de la locomotive à vapeur, du navire à vapeur et du télégraphe. Donc toutes 3 liées au transport et à la communication, permettant donc un élargissement de la mobilité des hommes et de leur culture. Chacune d'entre elles correspond en outre à l'amplification des possibilités physiques, sensorielles de l'homme. Alors je vous ai mis là un diagramme qui a été fait par David Thomas. Donc, vous voyez à gauche le corps humain et puis les différentes fonctions humaines et les découvertes, enfin les éléments de communication divers, donc ordinateur, caméra étant bien sûr aussi bien appareil photo que caméra, et télégraphe, et vous voyez tout en bas aussi locomotive, embarcation, etc. Et le réseau Internet, finalement, distribue un certain nombre de ces éléments un peu d'une autre manière que ne le faisaient les moyens de transport avant. Donc, il propose un diagramme des correspondances donc, entre les composantes physiques du corps et les principaux réseaux de communication et de transport. Oui, je disais caméra, c'est appareil photo et caméra, et comme je disais, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, chacun des deux permet les 2 fonctions, photographier et filmer, puisqu'elles relèvent des mêmes capteurs, et ceci aussi bien pour l'appareil professionnel que le smartphone que nous utilisons tous. Il rappelle que de tout temps, les outils ont été conçus pour accroître la capacité de l'être humain à participer au monde et à le transformer. On voit ici encore comment interagissent l'individu et le flux, et à quel point il est difficile de ne pas prendre en compte la relation de la photographie avec les autres médias, comme l'écrivait déjà McLuhan en 1964, donc pour comprendre les médias. Et il ajoutait « Les médias, en effet, en tant que prolongement de notre organisme et de notre système nerveux, constituent un milieu d'interaction biochimique en quête d'un équilibre constamment renouvelé au fur et à mesure qu'apparaissent de nouveaux prolongements. » Alors nous voilà peut-être au cœur du problème, posé peut-être ou peut-être pas par le numérique, enfin par toutes le cyberespace, etc. Non seulement ce flux d'images et de leur circulation ininterrompue crée un nouveau prolongement, mais de plus, celui-ci fait écho directement à notre cerveau et au flux, lui aussi permanent, de la pensée, comme de ce qui, dans notre organisme, nous constitue vivants. D'où notre familiarité troublante, malgré tout, avec ce qui se trame dans le cyberespace. La pensée, je pense à la notion de musement, développée par Peirce et aussi par Lacan, cette espèce de flux ininterrompu de la pensée, flux comme ça, pas du tout dirigé, mais qui est assez erratique, de cette manière aussi d'un flux comme ça, non contraint. Donc, ce déséquilibre inhérent à chaque nouvelle apparition, il en est toujours pour penser qu'un nouveau médium enterrera le précédent, mais la photographie n'a pas supprimé la peinture, le disque n'a pas fait cesser les concerts, l'ordinateur n'a pas anéanti le livre, etc. Comme l'écrit Christine Bussy-Glucksmann, cette fois-ci dans son petit livre « Esthétique de l'éphémère », je la cite, « L'issue du machinisme virtuel reste ouverte. Elle peut déboucher sur une idéologie techniciste, voire sur un post-humain indifférent, comme sur un nouveau travail de l'imagination, sollicité par les correspondances entre l'essence et les articulations culturelles des différences, qui verraient l'émergence de cultures minoritaires ou dominées dans de nouveaux récits transversaux, les ethnoscapes. »
Alors, ethnoscapes, ethno, famille, tribu, groupe de personnes, et scapes, paysages, donc des espèces de nouveaux paysages qui sont vus comme des formes imaginées par la personne donc, qui a mis en place cette notion, qui est un anthropologue indien, Arjun Appadurai, et donc qui voit donc je vais vous dire comment il explique cette notion d'ethnoscape. Donc Arjun Appadurai, anthropologue indien. Par ethnoscape, je le cite, c'est un texte qui date de 2005, par ethnoscape, j'entends le paysage formé par les individus qui constituent le monde mouvant dans lequel nous vivons. Touristes, immigrants, réfugiés, exilés, travailleurs invités et d'autres groupes et individus en mouvement. Le livre s'appelle « Après le colonialisme, les conséquences culturelles de la globalisation ». Alors, il étudie l'impact de la circulation des individus et des informations et considère donc que l'imagination joue un rôle essentiel, permettant la construction de nouvelles formes de localité face à la globalisation. Alors, j'ai mis quelques images là sur un livre de Joe Hamilton, qui est un livre qui s'appelle Hyperphotographie, qui est paru en 2014, qui est une collecte, mais une espèce de mosaïque d'images prises sur Internet. Et le livre même se constitue en une sorte d'accordéon, déplié, c'est 4 mètres de long, pour reprendre justement un peu cette idée d'un flux aussi, d'une continuité. Il n'y a pas de césure, il n'y a pas de moment où on passe d'une chose à l'autre. Et les images d'ailleurs se retrouvent. Alors je vous en montre quelques fragments. Et donc hypergéographie. Et il me semble que ces questions de la circulation des images, du flux numérique, est vraiment liée à des questions aussi de déplacement géographique, et c'est pas Daniel que ça ennuiera. Alors, l'ethnoscape, donc, fournit un milieu mental et physique, fluide, qui serait donc favorable aussi à la création. Dans un article sur la question, qui est coécrit par une philosophe, Marie Cuilleret, et un anthropologue, Marc Abélès, l'article s'appelle « Mondialisation du géoculturel au biopolitique », donc où ils évoquent les travaux d'Appadurai sur les ethnoscapes. On peut lire à propos de la circulation des images à travers le monde, je les cite, « La diffusion d'images qui peuvent apparaître totalement incongrues pour ceux qui les reçoivent, à l'autre bout du monde, dans d'autres environnements, est aussi prétexte à des modes d'appropriation où se manifeste une inventivité remarquable. Stimulée par les flux d'images, et loin de céder à l'abrutissement que présidaient les Cassandres critiques de la modernité, l'imagination trouve de nouvelles perspectives. À travers les médias transitent des images qui ont trait à des domaines très divers, de la fiction à l'économie, de la politique au sport, et qui sont autant de récits en instance d'appropriation possible par ces publics virtuels. Car, et voici un autre élément important résultant de ces flux d'images en libre circulation, c'est que chacun, donc en tout lieu et tout moment, peut aussi bien, à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou même d'un téléphone portable, non seulement visionner les images, mais aussi les capter, les emprunter, les transformer, en créer d'autres et les rediffuser. Chacun aujourd'hui peut être tout autant récepteur, spectateur, que producteur, auteur, émetteur. Bon, là aussi, je renvoie au manifeste de From Here On, dont il a été pas mal question. À la différence des médias comme la radio ou la télévision, Internet est bien un espace d'échange immédiat, multidirectionnel. Notons d'ailleurs aussi que les artistes, nous le verrons, j'espère qu'on aura le temps, ils collectent des images d'amateurs tout autant que les amateurs viennent y chercher des images d'artistes. Les échanges d'images, échanges de statuts aussi. Dans cet espace, images et Internet interagissent. Comme l'écrit l'historienne de l'art Suzanne Paquet, les images photographiques sont dans le web,
qui forment alors un support, et elles font le web, produisant le contexte même dans lequel elles s'inscrivent. Et tout autant interagissent être humain et Internet, tant par les circulations multiples que nous y déployons que par les éléments que nous y insufflons, mais aussi par les modifications de comportement, de pensée qu'il engendre sur nous. C'est vraiment un univers dans un univers. Alors bon, là je passe sur Camille Engros dont il a déjà été question. Donc voilà, donc je saute. C'est ainsi que nous pouvons donc parler de milieu, ce qui nous entoure, dans quoi nous sommes plongés, tout autant que nous contribuons à le fabriquer, à le transformer. On est à la fois dedans et dehors, ce qui est quand même assez nouveau comme forme d'échange entre les images et nous et les images. À nous donc de veiller à une bonne médiance, c'est-à-dire, si on prend le sens, Augustin Berg a beaucoup travaillé sur les milieux, la mésologie, la science des milieux, et pour lui, la médiance, c'est le couple dynamique qui est formé par l'individu et son milieu, en fait par même les deux faces d'un individu, c'est-à-dire son corps animal et son corps médial, c'est-à-dire son milieu. L'un ne pouvant exister qu'avec l'autre, et l'un corrélatif de l'autre. Pour Berg, nous n'existons que dans notre rapport au monde. Alors, pour en revenir à l'expression qui nous occupe ici, faire face au flux, comment donc se positionner? S'en déprendre, s'en extraire pour le regarder à distance, en observateur non impliqué, comment cela serait-il possible, puisque le flux nous habite et ces ondes nous traversent via nos nouveaux outils? Ou alors, au sein du flux, l'affronter, s'y confronter, adopter la résistance du roc pour s'y opposer. Outre la vanité de la tentative, quel intérêt de s'arc-bouter contre ce flot chargé de la vie même, c'est-à-dire de son impermanence et de ses risques. Le flux démultiplié par les nouvelles technologies nous permet aujourd'hui de considérer la photographie insérée à nouveau dans le mouvement, insaisissable, remodelable sans y laisser de traces, reproductible à l'infini, mais on l'a dit, ce dernier point a été très vite l'une de ses caractéristiques. Recevoir ce flux des photographies, n'est-ce pas aussi sortir de l'illusion rassurante, les laisser nous ramener à l'altérité, c'est-à-dire à l'autre, plutôt qu'au même, de la bonne vieille mimésis, au réel immaîtrisable dont elles ont toujours été empreintes. Face à l'image fixe qui figeait nos visions, n'est-il pas tout aussi intéressant de lâcher prise et d'accepter ces métamorphoses permanentes qu'il reste en notre possible de suspendre par capture d'écran ou impression papier, mais en toute conscience de cet instant T qui n'est plus alors qu'un parmi d'autres, qui n'est plus un instant décisif comme pour les photographes du milieu du XXe siècle, ni détenteur d'une vérité absolue. L'engouement pour l'application Snapchat, créée en 2011, qui fait disparaître en quelques secondes à tout jamais la photo envoyée à un correspondant, est d'ailleurs symptomatique de ce nouveau rapport à l'image, rapport de dépossession, qui n'en diminue pas pour autant l'impact. Donc voyons maintenant comment, et c'est la troisième partie, j'espère que je suis à peu près dans les temps. J'ai débordé. Regardé, mais... Non. Non. Alors... Allez. Bon, je vais essayer de sauter. Ah, bah ça va. 8. Ça va. Après, c'est écrit autrement. Donc, voyons comment des créateurs aujourd'hui choisissent de jouer avec le flux, de s'y laisser perdre ou de s'y arrêter, le prendre dans le sens du vent ou à contre-courant, comme les oiseaux et les poissons. Toujours question de ces milieux, le flux, ça renvoie au milieu aquatique aérien. Donc, à la découverte, plus ou moins orientée, ou au hasard de la dérive qui pourrait nous rappeler l'international situationniste, où plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent pour une durée plus ou moins longue aux raisons de se déplacer et d'agir qu'elles se connaissent généralement, aux relations, aux travaux qui leur sont propres, pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent. Le terrain n'est plus le même, bien que le terme dérive renvoie justement plutôt au milieu aquatique ou aérien que terrestre et urbain qui étaient ceux des situationnistes. Mais le principe est comparable.
D'autres se servent du web comme d'un observatoire pour réfléchir le monde, expérimenter des hypothèses, des mises en relation. D'autres encore vont y puiser ou insérer des éléments de critique. Alors, je vais peut-être sauter un peu des choses. Alors, je voulais revenir sur l'idée que deux modalités de travail d'artistes un peu avant cette question des flux numériques me semblent préfigurer les pratiques du flux en termes justement de quantité d'éléments d'une part et d'écoulement d'autre part. Avant de circuler dans le cyberespace, divers photographes avaient ressenti déjà le besoin d'un morcellement, d'une diffraction des images, non seulement dans la démultiplication des prises de vue et des sujets, mais aussi dans l'accrochage des expositions. Les collages à même le mur, de sortes de constellations d'images, on est déjà dans le champ de l'aérien, sur le mode de l'association rhizomatique libre, caractérise par exemple le travail de Wolfgang Tillmans, dont on voit ici quelques exemples. Aujourd'hui, Rabim Roé, mais là je vais peut-être passer vite, parce que lui, c'est vraiment des images, mais vous voyez cette espèce de constellation, d'éclats, de petits fragments comme ça, et ce sont des toutes petites images détourées de presse, de photographie, d'actualité, qu'il va utiliser comme ça. D'autres encore vont, comme ici Sylvain Cousinet-Jacques, dans une exposition récente, vont superposer des tirages photographiques sur des verres, et avec des accrochages aussi tout à fait particuliers qui évoquent un peu cette désorganisation un peu chaotique des flux. La seconde modalité, c'est le brouillage des frontières entre images fixes et images animées. Alors, à la suite de la célèbre Jetée de Chris Marker, roman photo où on a une succession d'images photographiques et puis simplement tout d'un coup une image qui s'anime, mais on a vu de plus en plus de photos montées en fondu enchaîné ou des vidéos mais qui semblent être des photos, comme avec James Benning dans ses séries des 10 cieux, où on a 10 plans fixes et à chaque fois un mouvement très 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 ralenti du ciel. On est vraiment entre photo et vidéo. Ou encore, voilà plusieurs exemples, où je pense à cette vidéo que j'ai eu l'occasion de voir récemment de Sébastien Diaz-Morales, qui commence par cette image qui semble être vraiment une photographie de personnes d'une équipe de tournage parfaitement immobile, et pendant très longtemps ça reste complètement immobile. Et on pense vraiment que c'est une photo filmée. Et tout d'un coup, il y a un tout petit geste d'un des personnages qui lève un bras, qui nous désigne ce qu'il fait face. Et à ce moment-là, tout explose. Voilà l'explosion qui est filmée extrêmement ralentie et où on voit les fragments d'images sur les fragments de verre. Donc il me semble qu'on a là, dans ces deux cas de fragmentation, des déploiements, et d'autre part d'ambiguïté entre images fixes et images animées, des préfigurations de ce qui va se passer sur le réseau. Alors comment ces artistes d'Internet nous découvrent-ils de nouveaux regards et attitudes, de nouveaux points de vue, de nouveaux champs réflexifs? Alors, quelques exemples à travers plusieurs types de démarches, de positionnement. Oui, bon, ça, on passe. C'était l'idée des gifs animés, autre quelque chose qui est très important aussi aujourd'hui, ces photos, bon, je peux vous la laisser, mais là, il n'est même pas animé, ce travail avec des photographies, mais animées en très petites séquences très brèves et qui sont diffusées et sont vraiment des travaux de photographie. Alors, donc, sur le net, je vais distinguer d'une part des artistes qui travaillent sur la question des moteurs de recherche, d'autre part sur des captures de flux, et d'autres sur l'organisation aléatoire ou maîtrisée de ces flux. Alors je pense que je vais peut-être en partie abandonner le papier pour aller plus vite. Donc sur la question des moteurs de recherche, ce travail d'Isabelle Lemine, qui est quelqu'un qui est vraiment photographe, pensant la photographie, dont tout le travail réfléchit les caractéristiques de la photographie,
qui a d'une part fait faire des peintures de pentaprisme, hein, donc ces éléments de la construction photographique, et elle a mis cette image sur un moteur de recherche Google en demandant donc des images similaires. Vous savez que dans Google Images, on a cette petite fonction d'image similaire. Et voilà ce qui est arrivé. Donc ce qu'elle a appelé les équivalents, hein, évidemment non sans clin d'œil aux célèbres equivalents de Stiglitz, mais pour bien montrer que là, on a tout d'un coup une perte totale du sens même de l'objet de l'image. Le moteur de recherche ne va plus s'attacher aux caractéristiques iconiques, mais dans le meilleur des cas, à des caractéristiques plastiques compositionnelles, dans le pire des cas, à des algorithmes et des codes qui vont être communs et faire apparaître des images qui n'ont évidemment plus rien à voir avec l'image de départ. Autre exemple des moteurs de recherche, je vais passer vite parce que je pense que vous connaissez, on en a vu un aussi tout à l'heure, les Google Grams de Fontcuberta, où il choisit donc de réutiliser une photographie, comme ici par exemple photo d'Abu Ghraib, et il entre dans le moteur de recherche de Google, du logiciel de mosaïque d'images, il entre des mots-clés. Ici, il a choisi de mettre les noms de toutes les personnes qui étaient citées dans le Schlesinger Report, c'est-à-dire le rapport qui a été fait par la Cour sur ces événements d'Abu Ghraib. Et donc, on le voit un petit peu dans le gros plan, on voit apparaître, cette image est reconstituée avec des portraits de personnes qui sont mouillées dans l'histoire, si on peut dire. Enfin, il y a vraiment là une espèce de retour finalement vers le sens de l'image, hein, qui est un retour un peu forcé, mais voilà, qui serait à développer davantage. Alors d'autres font ça sur le mode du jeu, avec par exemple Marika Derminer et Stéphane de Boutin, qui ont construit la Google House. Donc c'est un site dans lequel vous pouvez aller et vous fabriquer en temps réel, vous construire votre maison tout à fait virtuelle, avec des images que le site va chercher directement, il va piocher des images à partir de quelques éléments que vous donnez sur la nature des pièces, hein, cuisine, séjour, etc., et la manière dont vous voulez le décorer. Art, peinture, chien, sextoys, fleurs, c'est variable. Et petit à petit, vous voyez l'envahissement progressif, hein, voilà, les murs se construisent, et voilà, c'est assez étonnant, je vous conseille d'aller faire l'essai, c'est assez vertigineux. Alors, les captures de flux en temps réel, je vais essayer de passer très vite là aussi, en plus j'en avais déjà parlé, de Reynald Drouin, donc GridFlow. Vous pouvez aller sur le site de Reynald Drouin, qui s'appelle GridFlow, et vous voyez en permanence défiler des images qui sont tout le temps différentes, parce que ce sont des images des flux RSS, les flux RSS étant eux-mêmes des éléments mis à jour en permanence, hein, par les différents sites pour tenir au courant de l'actualité la plus récente. Donc c'est un peu le flux des flux en fait, et ces images circulent en colonnes, et donc voilà, on peut l'agrandir comme on veut. Donc là je passe, hein, parce que voilà, le temps presse, et puis je voudrais arriver à des choses plus intéressantes. Là, j'aimerais bien en parler, mais c'est comme, je vais aussi zapper, parce que c'est quand même plutôt par rapport au cinéma et aux séries, mais je vous dis juste en 2 mots, Nicolas Maigret. Oui. On a un peu de temps, puisqu'après, il n'y a plus qu'une. Ah bon, parlez-moi vite alors. Bon. J'octroie. Merci de votre indulgence, chère coprésidente et présidente. Alors donc 2 mots. Nicolas Maigret donc a construit avec l'aide d'un développeur américain, ils ont construit un logiciel qui pirate en direct les téléchargements de films et de séries dans le monde entier. Et donc on peut y avoir accès directement sur le site, hein. Si vous allez sur le site The Pirate Cinema, vous allez voir ce que j'ai fait il y a quelques jours, et donc voilà des images captées tout récemment. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, donc ce sont les images qui sont les plus téléchargées dans le monde à ce moment-là.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à chaque fois l'adresse IP et le pays, à la fois de provenance du film qui arrive et de destination de celui qui le télécharge. Et donc, on circule d'une part parmi les images, alors avec des qualités d'image très différentes, hein, voilà, plus ou moins pixelisées, plus ou moins, voilà, il y en a d'autres définitions, d'autres beaucoup moins. Mais on voyage aussi dans les lieux, puisque vous voyez, et en temps réel, hein, donc il y a quelqu'un au Pakistan à ce moment-là qui avait téléchargé un film, et donc quelqu'un de Netherlands, de Hollande. Oui. Merci, qui donc le captait. Donc il y a quelque chose d'assez surprenant. Et par ailleurs, il fait aussi des installations, donc voici des images, où il diffuse en même temps ces captures. Donc tout ça est vraiment là le flux en direct. Petite parenthèse, hein, je vous signale, si vous avez l'occasion d'être à Toulouse, le 7 avril, une journée d'études est co-organisée par 2 doctorants, dont une ici présente, qui travaillent sur ces questions d'écran, de flux, de vidéos, etc. La journée d'études s'intitule « Prolifération des images, une réarticulation par la pratique vidéo ». Et donc, c'est assez voisin, c'est pour ça que je me permets de le citer au passage. Alors, bon, je zappe quand même. Bon, Maigret en dit c'est comme une vision en coupe du réseau. Je trouve ça assez intéressant. Mais bon, je passe quand même parce que c'est quand même vraiment film. Alors qu'avec cette autre œuvre de Grégory Chatonsky, qui s'appelle « Ceux qui vont mourir », c'est-à-dire nous tous, hein. Une œuvre de 2006 qui est réalisée à partir d'images extraites en temps réel, là encore, de 3 sites, c'est-à-dire des photographies de Flickr, des vidéos de YouTube et des phrases du site Experience Project. Experience Project, c'est un site sur lequel vous pouvez à tout moment aller vous exprimer par de courtes phrases à la première personne, je, et parler de votre vie, de vos désirs, de vos souhaits. Voilà. Et tout ça est capté par une indexation à partir des mots, des phrases prononcées et d'éléments, des indexations d'images, ce qui fait que parfois... Alors, et tout ça est superposé. Et parfois ça coïncide, comme ici, hein, I skydive. Donc ici ça correspond très bien. Là, ben, voilà, on peut imaginer. Et donc là, le spectateur, enfin la personne qui va voir ça, est évidemment tout de suite projetée dans une espèce de reconstitution d'imaginaire, enfin de se créer ses propres récits en fait. Voilà, alors il y a des choses diverses. Et tout ça est toujours là aussi en flux direct. Donc on est, dans ces différents cas, on est plutôt dans le constat parfois au bord du non-sens, le constat du chaos des flux, et je vais sauter un peu des choses pour arriver à la dernière catégorie, qui est non plus celle du constat, mais qui relève de l'organisation des flux, c'est-à-dire de la construction de sens, et donc d'une mise en ordre critique. Alors, à travers, donc tout ça, on va passer, ça aussi, on va passer, à travers 2 exemples. Voilà, donc l'idée de choisir et de réorganiser des images captées toujours parmi cette banque d'images infinie. Et donc ici, Anna Guillot a fait tout un travail, elle en a même fait un atlas, ça dit bien là aussi ce que ça veut dire, hein, dans cette idée de collecte, à partir d'images, donc de photographies, hein, de Google Earth, sur lesquelles elle réintervient en faisant des dessins à la souris, c'est-à-dire hein, avec la souris de l'ordinateur, à partir d'une autre image. Alors, ce qu'on voit ici, par exemple, dont l'ensemble de ces travaux s'appelle La Terre revue du ciel, là aussi on voit bien le clin d'œil à un photographe célèbre hein, sur la Terre vue du ciel. Donc là, avec la Terre en revue du ciel, il s'agit non plus simplement de constater la beauté du monde, mais de voir aussi un peu ce qui s'y passe.
Et sur ces images de Google Earth qui sont complètement déshumanisées, qui sont faites par satellite, par appareil entièrement automatisé, elle réintervient avec la main à partir de photos qui sont plutôt des photos d'actualité, des photos de presse, pour montrer un peu ce qui s'y passe pour de vrai, j'ai envie de dire. Ici, Cité Soleil à Haïti. Cité Soleil, c'est le plus grand bidonville de l'hémisphère nord, donc où règne misère et violence, et on voit qu'elle est intervenue et on finit par repérer, donc dans cette image superposée, donc à la fois humain et animal qui fouille dans un magma chaotique, là encore, de détritus. Et donc, c'est vraiment faire intervenir, et la question du point de vue, je pense, est vraiment intéressante, et pour répondre à nouveau au texte, voilà, je pense au texte initial, je pense que c'est pas parce qu'il y a ces flux qu'on va se laisser déborder, mais il faut réintroduire justement ce point de vue singulier, ce regard de l'humain qui vient voilà, recadrer les choses, recaler les choses les unes par rapport aux autres. Donc on le voit ici avec un aguillo, en autre exemple, la mujer muerta, mais bon là je ne développe pas, mais vous voyez, je pense, rien par les images. Et donc le dernier exemple, c'est celui de Thomas Hirschhorn, avec deux œuvres. D'une part, Touching Reality, je pense que peut-être vous connaissez, c'est une vidéo qui est faite à partir où on ne voit que une main qui tient un gros plan en général de la main, qui a dans la main donc un téléphone portable ou une tablette sur laquelle, avec écran tactile, sur laquelle les doigts font glisser les images. Et les images sont des images d'actualité, des images de corps déchiquetés, toutes les images les plus épouvantables des violences actuelles du monde. Et il y a vraiment cette main, donc on est dans une espèce de disjonction extrême entre le sensible de la main, qui est presque dans un geste de caresse, et la main, le titre nous dit que cette main, qu'est-ce qu'elle touche? Elle touche des images, mais elle touche quand même des réalités, mais des réalités qu'on refuse de voir. Et pour Thomas Hirschhorn, qui a écrit un texte qui s'intitule « Pourquoi il est important aujourd'hui de regarder des images de corps humains détruits », texte qu'il a écrit en 2012. Et donc, il veut faire sortir le spectateur, je le cite, de son confort, son calme et son luxe, donc le forcer à affronter la réalité, donc contre justement la distanciation produite par les images et cette espèce d'endormissement produit par les images. Et dans le dernier travail qui est tout récent et qui a été exposé là en 2015, qui s'appelle Pixel Collage, il mêle deux catégories d'images. D'une part, ces images épouvantables que de réalité qui en général sont pixelisées pour ne pas heurter la sensibilité. Là, elles sont rendues parfaitement visibles, très contrastées, et c'est vraiment la photographie la plus crue de la réalité. Et des images de photos de mode, donc de shooting de mode, vous apercevez les jambes des mannequins derrière, en haut à gauche, et les positions des bras, etc., qui sont assez significatives. Donc images qui en général sont données à voir très colorées, très vraiment qui nous sautent aux yeux, qui elles sont au contraire tout à fait pixelisées. Donc il y a cette inversion des régimes de visibilité. Alors bon, c'est vraiment la provocation absolue, et c'est pas... Là, pour le dire de manière un peu triviale, Hirschhorn, en général, ne fait pas dans la dentelle. Mais voilà, en tout cas, il y a un parti pris critique, un parti pris vraiment politique, de volonté de prise de conscience des états du monde. Alors, pour conclure, je saute encore des choses. Voilà. Donc la réalité du monde physique fait soudain paraître plus léger le monde du cyberespace. Ça, c'est en réaction aux images que nous venons de voir. Mais ne nous y trompons pas. Nous devons nous garder tout autant de la technophilie que de la technophobie. Au sein des flux, nous l'avons vu, l'homme, l'important n'est peut-être pas de lutter en s'enfuyant ou en se faisant roc pour l'affronter. Nous ne devons pas non plus nous enfermer dans la bulle virtuelle qui nous coupe du monde.
Ce sont des images de Google Street View, ce que vous avez en ce moment, reprises par Michael Wolff, qui est aussi un photographe qui est aussi passé, entre autres, aux images comme ça. C'est une capture d'écran, ce qui n'empêche pas de continuer à faire aussi des prises de vue dans la réalité environnante. Le web permet une connexion multiterritoriale qui peut être féconde. Même dans l'indéterminé, dans l'éphémère, dans le mouvant, l'important est peut-être de parvenir à situer son point de vue, que ce soit face au flux des écrans aujourd'hui ou à celui du réel, aujourd'hui comme hier. Mais les technologies numériques, à l'image du web que nous donne Suzanne Paquet, je la cite, qui est à la fois abrutissant et éclairant, envahissant et indispensable, détestable et fascinant, ces technologies ont aussi permis, dans le champ de la photographie, de démythifier enfin, de manière radicale, la confiance aveugle longtemps accordée à l'image photographique. En ces territoires instables, mouvants, où les images semblent dériver en liberté, milieu aussi étranger à nous par sa haute technologie, qu'il nous est étrangement familier par son instabilité même, comme organique, milieu traversé de flux comme ceux qui habitent aussi, qui nous habitent. C'est peut-être justement par la pratique des images, ces fluides images, que nous parviendrons à l'apprivoiser, et sans y disparaître, n'en déplaise à Liu Bolin. Voilà. Merci d'avoir répondu de façon aussi, aussi brillante à cette petite provocation, donc, qui disait que le réel n'existe plus. Voilà, on est tous débordés par le flux. Bon, oui. Si, il existe. Oui, mais oui. Les deux existent, et les deux coexistent, et donc le développement d'un regard singulier est toujours possible. Oui. Je suis contente que notre texte était aussi stimulant, Christine. Ok, non, mais peut-être donnait-il l'impression d'un souhait de camper sur une position qui est celle du rock. Ok. Moi, je suis tout à fait convaincue de l'intérêt de jouer avec les sollicitations, les possibilités que propose le flux, précisément, en tant que qui interpelle l'imaginaire de manière multiple, comme tu l'as montré. Cependant, moi je demeure quand même convaincue qu'il y a des choses qui gênent et qui ne sont pas seulement générationnelles, c'est-à-dire au sens où je ne suis pas native. Mais pour moi, la vitesse, c'est comme celle des machines. Le mouvement à la vitesse pose la question de la disparition. On l'a développé, mais il y a un moment où le flux pose celui de la rapidité du flux. Et... Ça a toujours été le cas. Oui, d'accord, mais plus les machines vont vite, plus c'est net. Quand c'était un cheval, c'était moins prégnant que lorsque c'était un avion à réaction. Et il en va de même pour les images. La question du nombre aussi joue. Il y a un moment où il ensevelit et étouffe, j'en suis quand même convaincue. Et donc, d'ailleurs, je ne pense pas que tu défendes l'idée d'un lâcher-prise, véritablement, puisque les exemples où tu as en plus oui et non. Non, mais je t'ai suivi. Oui et non. D'ailleurs, les exemples précisément que tu citais, et tu le disais, c'était des exemples critiques, donc ce n'est pas des exemples qui revendiquent le lâcher-prise. Donc voilà, je crois que l'ambivalence est bien là. Moi, c'est intéressant ce que tu nous as montré. Quelque part, moi, je ne peux pas m'empêcher de ne pas ressentir un aspect Second Life, tu vois, devant cela. C'est vraiment Second Life, au sens où, oui, effectivement, moi, touching the reality, je ne touche pas trop. Ah oui, mais est-ce que tu la touchais plus avec les photos en noir et blanc de, je ne sais pas quelle... Ne serait-ce que par le déplacement du photographe, dans un sens. Enfin, je ne sais pas si tu la touchais plus par le passé, mais là, on a l'impression... moi, ça me donne une impression de coupure existentielle forte. La coupure, c'est celle de l'image au départ.
Enfin, non, parce que là, elle est redoublée, elle est déployée, mais la coupure de l'image, elle existe quand même bien. Certes, non, mais on est d'accord. On est bien d'accord hein, là-dessus. J'ai jamais pris. C'est un peu la chose, mais. J'ai été un peu dans l'extrême inverse par moment, hein, avec non sans une certaine jubilation, mais voilà, je me dis. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Et ces mouvements de balancier d'extrême à extrême, c'est ça qui peut poser problème. Et devant chaque, c'est pour ça que je suis revenue sur aussi d'autres inventions antérieures. Et cette idée, bon, quand on lit tous les textes de peintres au moment de l'invention de la photographie, mais c'était absolument terrible. Et donc, voilà, donc il y a un peu tout ça. Et je pense qu'il y a à chaque fois, c'est pour ça que j'avais intitulé l'ensemble, je ne sais plus comment, Image en liberté, un nouveau milieu apprivoisé. Je pense qu'on est à un moment où, en effet, tout est possible, le meilleur comme le pire, et que c'est pour ça que c'est important de travailler sur ces questions-là, pour justement savoir comment se positionner. Mais de toute façon, les choses avancent, elles se font, et donc voilà, c'est là qu'il faut capter les choses. Et je suis pas du tout pour la précipitation absolue. Vive le mouvement Slow Science dans nos universités, je le revendique haut et fort. J'en profite au passage. S'il y a des doctorants dans la salle qui ne connaissent pas, allez voir le manifeste Slow Science, parce que voilà. Mais voilà, là je pense que c'est un nouveau milieu vraiment, que dans ce nouveau milieu, ça n'empêche pas du tout de continuer à faire d'autres types de pratiques photographiques, bien évidemment, ça s'ajoute, ça ne remplace pas. Et dans ce nouveau milieu, il y a des choses qui deviennent possibles qui ne l'étaient pas, d'autres qui deviennent moins pertinentes, et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à décortiquer, et c'est pas facile. Oui. Mais il pose la question du point de vue de la prophylaxie. Oui, ça de toute façon. J'ai une question. André Gunter dit que ce flux, en fait, affûte le sens critique des nouvelles générations. Ce flux, les flux, la prééminence des images aujourd'hui, affûtent le sens critique. Affûte le sens critique. Des nouvelles générations, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Je pense que tout dépend du positionnement du sujet. Et je voulais un peu parler aussi de la notion de subjectivation. Et puis bon, je me suis dit, ça va, il y en a déjà, c'est comme ça. Mais je pense que tout dépend. Quand on voit, mais c'était déjà le cas avec la télévision, hein, si on est avachi devant son écran et qu'on avale tout ce qui se passe, non, en effet. Mais il me semble quand même que, justement, par rapport aux médias comme la télévision, ou même le cinéma d'une autre manière, enfin bon, là, c'est encore différent. Mais là, on a quand même la possibilité aussi d'être actif, d'être acteur, et d'avoir de vrais échanges, enfin de vrais. Alors bon, bien sûr, hein, là encore, c'est pas les milliers d'amis sur Facebook, etc. Là aussi, il y a un travail super intéressant de Paolo Cirio, Face to Facebook. Ça aussi, ça aurait pu être le sujet d'une communication à toi tout seul. Mais il y a quand même des choses qui sont possibles, et je pense que le simple fait d'avoir à circuler soi-même, à déambuler, à aller comme ça d'une chose à une autre, fait qu'on est confronté à des choses auxquelles on ne s'attendait pas, et que c'est ça qui peut tout d'un coup donner une ouverture d'esprit qui aide à développer le sens critique. Mais c'est pas l'outil lui-même tout seul. Je crois que quel que soit le moment de l'histoire des technologies, je crois que l'outil, bon là c'est vu avec l'atome, hein, voilà, tout dépend de ce qu'on en fait et de ce qu'en fait chacun. Mais je pense qu'en effet, plus justement que le média de la télévision, il y a cette possibilité aussi. Pas systématique, mais elle existe. Est-ce que cette possibilité-là, elle présume pas, moi je suis pas super d'accord avec Gunter là-dessus, hein, je pense que ça présume derrière une rupture, c'est-à-dire que on peut penser se fait à partir du moment où on a un lieu d'où on peut le penser. Et McLuhan, qui est le théoricien absolu des médias, est un type qui détestait la télévision, qui trouvait que c'était le pire truc qui soit arrivé à l'humanité. Evans, qui a permis de poser un certain nombre de choses par rapport à la photographie. Evans, c'est un type qui voulait être écrivain. Et je pense qu'à chaque fois, en fait, la capacité de penser
une chose, elle se construit dans l'existence d'un lieu d'où je peux le penser, et qui est souvent un lieu, enfin, pas forcément de rupture, mais enfin moins de fissure en quelque sorte. Enfin, Depuis un point de vue extérieur. Comment? Depuis un point de vue extérieur. Mais alors justement, depuis un point de vue extérieur, enfin, la possibilité de créer une extériorité, de point de vue de créer une extériorité, tout simplement parce que tant qu'on est dans l'intériorité, on n'a pas conscience. C'est-à-dire que le simple fait de dire ah oui, il y a un flux d'images, on est seulement en mesure de le dire parce qu'on a, par exemple, pour les gens qui sont suffisamment âgés, la connaissance d'un pré-digital. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup le digital en fonction d'un pré-digital. Mais quand on est né dans le digital, on est dans son environnement. Donc il faut d'une manière ou d'une autre, un point d'où on peut le penser. Ça ne veut pas forcément dire une opposition, mais ça veut dire un autre lieu. Mais l'autre lieu, il peut être à l'intérieur. Et c'est là, je pense, qu'est la grande nouveauté. Alors qu'avec la télévision, il ne pouvait pas. Parce que la télévision, c'était du flux à sens unique. Alors que là, les discussions entre internautes, et meilleure preuve, Gunther, son blog, il est sur Internet. Donc, c'est pour ça que j'insistais sur cette question de milieu, parce que je pense qu'on ne peut pas être en dehors, et on est à la fois... Donc, la question du penser, elle peut se faire dans l'échange à l'intérieur. L'extériorité, elle n'est pas forcément physique, matérielle. Elle est dans l'échange. Et justement, là, avec Internet, l'échange, il peut se faire vraiment très, très ouvert. Et c'est là que m'a intéressée cette notion que j'ai découverte d'ethnoscape, parce que ce sont justement des lieux, des localités qui ne sont pas localisées géographiquement, mais qui sont des espèces de réseaux d'individus qui sont eux-mêmes en déplacement et qui sont confrontés à d'autres choses et qui, étant confrontés à d'autres choses, mettent en crise leurs pensées, leurs connaissances, leur culture, leurs habitudes. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant dans cette notion de flux, cette possibilité d'être connecté vraiment à des tas de choses complètement inattendues qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer autrement, avant. Et parce que ça met en crise nos croyances, ça met en crise nos habitudes, et à mon avis, le développement de l'esprit critique, il est dans cette crise-là. Enfin, parce qu'il y a un décloisonnement quand même, il y a même plusieurs types de décloisonnement. Alors comment dire, par exemple au niveau technique, donc vous l'avez dit, on fait de moins en moins de différence entre l'image fixe et l'image animée. C'est vraiment des choix narratifs, les deux peuvent être associés. On peut faire de l'image animée avec un logiciel de traitement d'image fixe et l'inverse. Donc il y a des choix qui se font comme ça, qui sont plus du tout liés à une distinction entre fixe et animé. Il y a aussi un décloisonnement, j'ai l'impression, qui se fait au niveau d'un mélange entre celui qui pouvait apparaître comme le spécialiste et puis l'amateur. Il y a de moins en moins il y a aussi moins de différence entre le professionnel et l'amateur. L'amateur utilise les mêmes logiciels que le professionnel, peut jouer de la façon la plus libre possible avec ces outils-là, mais sans avoir forcément des visées marchandes ou autres. Donc est-ce que ça aussi, ça provoque pas forcément un repositionnement, un changement d'échelle, une nouvelle forme de mesure phénoménologique par rapport au réel et aux images? Si, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire là. Et le fait aussi que, du coup, ça oblige à se positionner. Et à se positionner sur le sens. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut faire passer? Et c'est là où la différence se fait entre la partie, tous ceux qui sont artistes, créateurs, ou même internautes anonymes, mais voulant être dans la subjectivation, dans de l'expression du sujet et de l'expression d'échange entre sujets, et le monde, et c'est celui-là qui est terrible, le monde du commerce, le monde de Google, malgré tout, le monde, enfin des grosses multinationales qui, elles, n'ont comme objectif que d'obtenir pouvoir et extension et commerce. Enfin, et c'est là et là, il me semble que autant la télé, on recevait tout et voilà, le TF1 qui vous asperge, autant sur Internet, il y a tout. Il y a vraiment tout. Et enfin, on oublie quand même, moi il y a un truc
je trouve hyper problématique, c'est qu'à part de rares cas où l'artiste a une maîtrise précise du code, mais, et donc va produire quelque chose qui va lui-même maîtriser du début à la fin. Il y a beaucoup de ces artistes qui vont travailler avec des outils qui sont quand même des outils qui restent entièrement verrouillés. C'est-à-dire que si je tape n'importe quel mot dans Google Images, déjà, quand moi j'ai commencé à utiliser Internet, on avait 5-6 moteurs de recherche, plus des métamoteurs. Aujourd'hui, finalement, le seul quasiment qui devient complètement monopolistique et dominant, c'est Google. Donc par rapport à mon choix, il y a quand même une réduction. Et si je tape un mot-clé dans Google, ce qui va m'être amené, ça ne va pas du tout m'être amené selon une espèce de descente immanente des cieux. Ça va être vraiment l'écriture d'un algorithme qui est, là encore, ultra autoritaire, ultra commercial, qui est un outil de pouvoir, enfin, qui est un très gros outil de pouvoir, ultra puissant, et qui fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je me rends compte que chaque fois que je cherche une image sur Internet, pour un cours, pour un truc, machin, je ne la trouve quasiment jamais. Alors, certes, je suis très mauvais. Peut-être elle n'y est pas. J'en conviens, mais aussi, en même temps, ça nous dit bien dans quelle mesure il y a des hiérarchies. Oui. Une image qui va se retrouver sur la 125e page du flux de Google, elle n'existe pas en réalité. Les images qui existent, c'est les 50 premières. Elles sont surdéterminées par un travail d'index, elles sont surdéterminées par une écriture d'algorithme, et c'est valable pour tous les outils, y compris pour les algorithmes qui déterminent la lumière sur un appareil photo, et donc comment cet algorithme de lumière sur l'appareil va définir quelles zones vont être plus visibles que quelle autre zone, et donc les images même qui sont produites avec un appareil, elles sont déterminées par quelque chose, au demeurant, sur lequel je n'ai pas forcément la main. Quand dans la mesure où ça demande une somme de connaissances techniques que je n'ai pas. Sans parler du fait que la plupart du temps, c'est des secrets industriels. Enfin, je veux dire, l'algorithme de Google, c'est quand même une espèce de truc... Oui, mais ça, c'était déjà le cas. Enfin, je pense au texte de Flusser, Philosophie de la photographie, sur l'argentique, et il parlait déjà du programme où tout était déjà programmé. Tout était déjà prévu par le programme de l'appareil photo, et que la seule manière d'y échapper, c'était de lutter contre l'appareil, et que les seuls créateurs vraiment photographie luttaient contre l'appareil. Et tout ça, c'était à propos de l'argentique. Là, j'ai l'impression que c'est pareil. On peut aussi... C'est pas au même niveau tout à fait. Oui, mais est-ce que... Ce qui a été programmé dans le Flusser, c'était le mode de captation, en somme. Hein. Tandis que là, c'est l'univers dans lequel on se meut lui-même, qui est préorganisé. Il y a quand même un niveau dans la programmation qui me semble plus lourd. Oui, je sais pas, j'avais l'impression qu'il était question aussi de... Je suis assez d'accord avec vous. La seule question, c'est plus quelle capacité j'ai à intervenir, en fait, par rapport à ce dispositif-là. Là, j'en reviens à cette idée vraiment de subjectivation et de s'approprier. Il y a quand même aussi énormément de logiciels libres. Il y a tout un monde parallèle qui se développe aussi. Ce qui n'aurait pas été possible sur la télévision. Vous allez sur GitHub, il y a toutes des communautés. En fait, souvent, on associe ça aux sciences de l'ingénieur. Mais aujourd'hui, il y a énormément d'artistes. Et moi, je suis designer graphique. Je connais des designers qui travaillent sur GitHub, qui partagent leurs sources. Internet n'est pas une grosse boîte noire. En fait, il suffit de donner les moyens pour apprendre à coder et faire des choses. Et il y a quand même énormément de cours en ligne, de tutoriels. Les possibilités sont immenses. Donc effectivement, on peut rester sur Google et rester dans les chemins tracés, mais au même titre que sur son ordinateur, à la base, il y a des logiciels installés par défaut et on va les utiliser. C'est à l'utilisateur d'avoir la capacité de s'extraire de ça et d'avoir un esprit critique et d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Est-ce que le fonctionnement d'Internet n'est pas simplement une caricature du monde néolibéral? Donc on peut aussi considérer qu'on ne peut rien faire dans le monde réel. On est obligé de se... Les outils qui sont sur Internet, c'est ça, et c'est ça qu'il faut voir. C'est intéressant de penser à ces logiciels et ces moteurs de recherche comme vraiment différents des outils qu'on avait pour la photographie d'avant. Quand Nikon fabrique un appareil photo, il est vendu. Donc pour Nikon, il n'y a plus vraiment d'intérêt à ce que l'artiste ou le praticien va en faire. L'utilisation du Nikon vendu ne génère pas de valeur
pour l'entreprise Nikon. C'est tout l'inverse pour Google et pour toutes les entreprises commerciales qui sont sur Internet. Ce sont des logiciels et des outils gratuits et qui génèrent de la valeur à partir du moment où on les utilise. Donc il y a une dimension fortement idéologique et capitaliste en fait, et de fait oui, ça oui, bien sûr, qui est vraiment à prendre en compte dans l'existence de ces flux, je crois. Et on sent bien en fait, on a bien approché au début de votre confrontation la forte dimension idéologique qu'il y a derrière ces questions-là, puisque en s'opposant au flux, on risque fortement de passer pour un réac. Merci Clément. C'est gentil. C'est fait. Pas de problème avec ça. Et je pose ça de manière froide parce que, évidemment, j'étais vraiment d'accord avec, on s'en fout de ce que je pense, mais avec votre introduction, parce que quand j'ai lu l'appel à communication, effectivement, il y a le côté de se dire, bon, si on s'oppose au flux, c'est le flux, c'est l'ultra contemporain, pour qui je vais passer. Et en même temps, non, c'est Héraclite. Voilà. Et en même temps, aussi. Rentrer dans le flux, c'est vraiment se plier, pour une part, à une idéologie. Donc, trouver les voies de traverse, c'est extrêmement compliqué, mais trouver les voies de traverse avec les outils commerciaux proposés sur Internet, c'est encore plus compliqué. Oui, mais parce que je dis ça, je suis assez d'accord avec la possibilité complète qu'il y a de s'emparer de cet outil-là et de fabriquer, s'en servir comme une boîte à outils, voire le fabriquer. Oui. Mais ce que je constate dans ce qui émerge la plupart du temps des productions artistiques, photographiques liées à ça, c'est que c'est des productions qui utilisent non pas des outils qui utilisent ces outils-là ultra classiques, c'est-à-dire l'exposition de chez Roux, Kessel et consorts, c'est une exposition Google en fait. Oui, puis elle n'est pas sortie de terre. On n'est pas du tout, voilà, y compris quand voilà, on n'est pas du tout dans des dispositifs qui vont venir travailler cet espace comme un média, et on est souvent dans un présupposé qui est de se dire c'est transparent. Là, on appuie, hop, il y a des images, on ouvre le robinet, il y a des images qui sortent. Quoi. Transparence. Quand je pense que c'est cette transparence-là qui est problématique. Après, je suis complètement d'accord sur. Mais effectivement, j'allais dire, historiquement, c'est un coup classique du capitalisme. C'est le coup du travail à la chaîne. Alors, à la chaîne, quand on travaille à la chaîne dans une manufacture de ruban, c'est un exemple connu, mais alors voilà, il y a des gens qui se coupent le doigt, il y a des accidents du travail. Bon, mais c'est la faute à la chaîne. Mais quelqu'un produit la chaîne, quelqu'un décide de la vitesse de la chaîne. Et le flux, c'est pas une aventure ex nihilo. Ce flux, il est géré, il est conçu, et il existe à travers des outils qui rapportent énormément d'argent. Donc c'est ces outils-là. Donc il faudrait peut-être se poser la question de ne pas un flux mais des flux avec effectivement des contre-flux issus d'une production de dissidents du logiciel et d'activistes du logiciel gratuit et de grands flux qui sont vraiment la matérialisation pictoriale d'une forme d'hégémonie capitaliste. Par rapport à ça, justement, Paolo Sirio, je n'ai pas eu le temps de passer, qui est un hacker, en fait, au départ, travaille pas mal, justement, sur... Et il y en a pas beaucoup d'artistes aujourd'hui qui travaillent sur des manières complètement anti-googlesques d'utiliser le cyberespace. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a un monopole Google, c'est évident, mais il y a quand même la possibilité de l'utiliser autrement. C'est toujours cette... de même que, on prend tous... j'imagine, la plupart d'entre nous, il nous arrive de prendre un avion, et voilà, il y a des choses comme ça qui sont là, et rien ne nous empêche de faire le chemin autrement. Mais...
voilà, je crois qu'il faut pas... C'est ça qui est très difficile. Et là, moi, je pense que j'ai été un peu provocante, mais parce que j'avais aussi l'impression que vous l'étiez un peu, et donc voilà. Mais comme je dis, je pense que la difficulté, c'est d'arriver à relativiser, à trouver c'est même pas les failles du système, mais des cheminements, et encore, là encore, hein, subjectifs, mais subjectifs pas au sens de l'individu, au sens de communauté, hein. D'où cette idée de localité que je trouve vraiment intéressante. Et je pense que c'est ce développement et qui se fait beaucoup. Enfin, moi, je vois aussi beaucoup d'équipes de jeunes d'artistes, de jeunes designers qui mettent au point leurs propres outils, leurs propres... Il y en a même un qui a fait carrément un ordinateur aussi carrément entièrement construit, écologique. Enfin, voilà. Bon, là, c'est l'objet, c'est encore autre chose, mais à tous les niveaux, il y a ça. Et je pense qu'il ne faut pas tout, parce que Google est totalement omnipotent, voilà, jeter le bébé avec l'eau du bain, pour le dire là encore très trivialement. Parce que je pense que c'est aussi, bon, quand même, le printemps arabe, c'est aussi parce qu'il y avait les... Alors bon, évidemment, on voit ce qu'il est advenu, mais c'est aussi c'est remis en cause maintenant. Oui, soit, mais bon, il y a quand même Oui, on est toujours dans des remises en question permanentes. Mais ça prouve bien que c'est un développement d'esprit critique plus qu'avant. Et que ça peut aller plus vite aussi. Oui, mais la critique s'accélère aussi peut-être par rapport à cet esprit critique qu'on pouvait avoir par rapport aux images standards. Le djihadisme aussi, il bénéficie du flux. Donc, on ne peut pas dire que le flux il est d'un côté ou de l'autre. Ben non, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur ces questions-là. Bravo d'avoir fait cette journée d'études, et je pense qu'il faut poursuivre, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Et parce que c'est extrêmement complexe, et en même temps, ça ouvre beaucoup de possibilités, me semble-t-il, avec des très gros dangers aussi. Bon, là, je n'en ai pas trop parlé parce que ce n'était pas le parti que j'ai pris, mais c'est évident. C'est tout à fait évident. J'étais assez intéressée par rapport à ce que vous disiez sur pourquoi lutter face au flux. Pourquoi lutter face au flux. Ah oui. Moi, ça m'a beaucoup intéressée parce que moi, je travaille sur la question justement d'éviter le milieu numérique. Donc, tout à fait dans ce que vous disiez. Je fais ma thèse là-dessus. Et j'avais d'ailleurs essayé de questionner la notion de paysage face à Internet. Et c'est vrai que moi, je suis assez intéressée par ce que vous disiez, et notamment aussi ce que disait le Nobel sur la question qu'aujourd'hui, on a des productions qui sont tout le temps assez lisses, au final, beaucoup de... Alors, on représente les flux d'images tout le temps de la même manière, via les mêmes outils. Et je trouve que ça s'applique même à la question de la représentation de l'espace Internet lui-même. En fait. Aujourd'hui, on a énormément de data visualisation qui se ressemblent toutes. On essaie de figer un espace qui n'est pas forcément représentable au final. Et je pense que ce serait intéressant de se demander si est-ce que ces espaces, est-ce qu'on doit vraiment les représenter, et si oui, est-ce qu'il faut vraiment le faire par des images fixes. Parce qu'au final, il y a un espèce de listage des imaginaires qui n'est pas forcément très intéressant, et c'est des images qu'on a beaucoup vues dans les années 2000, 90-2000, la data visualisation a vraiment été hyper... on a produit beaucoup d'images qui étaient au final plus esthétisantes que... Oui, c'est ce qu'on retrouve dans les productions artistiques. Moins maintenant, peut-être. Peut-être qu'on a déjà un peu passé cette première étape. Voilà, il y a des dates justement... Pas totalement. Nicolas Maigret, qui lui travaille avec Nicolas Mongernon, eux, ils ont fait justement des dispositifs plus de représentation en temps réel. Et effectivement, ça évolue plus dans la continuité du flux, en fait. C'est assez intéressant. Mais après, est-ce que ces espaces-là, il faut vraiment les expliquer? Ou est-ce que ne pas les expliquer fait que ça stimule plus notre imaginaire? C'est une question, je pense, qui est assez intéressante. C'est un très vaste questionnement. Oui.